La première, la plus difficile? Non? Personne n'a de questions? Bon, je vais poser une question à l'audience. Qui développe des jeux ici? Oui, je les connais tous, presque tous. C'est cool. Et donc, ceux qui ont déjà levé la main ne la levez pas, mais qui a envie de développer des jeux, mais qui n'a pas encore levé la main? Ok. Pas tant que ça, mais il y en a quand même. Est-ce que, à votre avis, ou on peut même carrément, je vais me tourner vers vous, qu'est-ce qui vous a, comment vous vous êtes retrouvés ensemble et qu'est-ce qui vous a déclenché? C'était quoi le déclencheur pour que vous commenciez le développement de votre jeu? Qu'est-ce qui vous a donné la motivation de le faire? La rencontre, Cédric était en classe avec moi, donc je savais déjà ce qu'il était capable de faire, et j'ai eu l'opportunité de rencontrer Gillian via des amis, et on avait des envies communes. On s'est mis autour d'une table, on a discuté, et le projet est né de là. Et puis après, c'est aussi 4 ans de développement comme pour Pablo, avec en devant subvenir à ses besoins sans se payer pour le projet, en travaillant pour d'autres personnes pour financer le projet et financer notre vie. Et puis voilà, et au bout de 4 ans, le projet est sorti. Il a moins de succès que celui de Pablo, mais on est dans un autre segment, donc forcément, c'est pas forcément... Enfin, les difficultés sont les mêmes, mais les résultats sont pas forcément les mêmes. Comme il l'a dit, rien n'est garanti. Et pourtant, leur jeu est très bon. Je sais pas si vous connaissez le jeu Domiverse. Qui connaît Domiverse? Vous connaissez? Voilà. C'est un super bon jeu et pourtant c'est super difficile de lui donner de la visibilité. Pareil, moi, sans langue de bois, le dernier jeu qu'on a sorti en mai, qui est très bien, qui s'appelle Shift Quantum, qui est un jeu de puzzle. Le jeu, il a des super bonnes critiques et on galère vraiment à le vendre, quoi. Alors qu'il est sur toutes les plateformes. Il est sur Switch, il est sur Xbox, il est sur PS4, il est sur Steam. Et comparé à notre premier projet, pourtant moi j'estime que celui-ci est aussi bien, voire mieux. Et on a vraiment du mal à trouver notre audience. Donc il y a une notion de risque clairement à prendre. Il y a un facteur chance qui est super important aussi. Et j'ai trouvé ça chouette que tu parles de ça en premier quand je t'ai posé la question. Et c'est vraiment horrible de dire ça. Mais effectivement, la chance, bon après la chance ça se travaille, hein, mais si tu as eu Zerator, c'est pas pour rien. C'est sûrement qu'il y avait eu un travail aussi de mise en avant et ainsi de suite, mais vas-y. Mais moi je vais dire que ta chance, moi si on vient si je suis je suis pas Twitcher, mais si quelqu'un vient me trouver et me dit un mec il a fait son jeu tout seul, il a tout fait, tu as au moins envie de tester le jeu et de voir, parce que tu as une histoire à raconter qui va avec le jeu. En streamant ton jeu, je suppose qu'il l'a dit que tu l'avais fait tout seul. Oui, tout à fait. Il a dit 3 fois, 4 fois, 10 fois. Il a dit plusieurs. C'était un argument marketing en fait. Oui, c'est certain, oui. C'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais le fait de faire mon jeu tout seul, c'est un peu quelque part ma marque de fabrique et je prends ça clairement comme un argument marketing. Après, est-ce qu'en 2018, c'est encore un argument qui est vraiment percutant? On peut se poser la question parce qu'il y a de plus en plus de gens qui développent les jeux tout seuls. Ils vont pas tous au bout des projets, mais vu la facilité des outils qui sont à disposition aujourd'hui, je pense que c'est moins un argument qu'en 2014 par exemple. Mais bon, ça en reste. Ce qu'il faut, c'est trouver ton argument. Enfin, ça peut être celui-là ou ça peut être un autre. Il y a aussi le fait qu'il a fait un très bon jeu qui est super fun. Qui a déjà joué à Healer's Quest? C'est quand même, je sais pas ce que vous en pensez. C'est bizarre comme jeu, mais il est unique en son. C'est un jeu bizarre, mais c'est bien parce que je regardais un mec sur YouTube tout à l'heure qui disait le gars, il a encore une vingtaine de jeux sous cellophane. Il a même des jeux Wii U qu'il a jamais joué, pour vous dire. Et le gars disait, après avoir acheté Fallout 76, il dit, moi, j'ai envie de retourner à mes vieux jeux que j'ai jamais ouverts parce qu'en fait, les nouveaux jeux, c'est tellement des repompes sans arrêt que ça le saoule. Et il préfère acheter une PS1 mini là, avec 30 jeux pour 60 € et jouer à des trucs tout pixelisés dégueulasses mais qui étaient plus originaux. Donc il y a le Indiepocalypse, je ne sais pas si vous connaissez le terme. Là, Steam effectivement a eu un souci de visibilité, mais en fait, c'est pas 91% des jeux qui font moins de 1000 ventes sur Steam, c'est que la moyenne des ventes sur Steam, c'est de 200 unités par jeu. Ça veut dire que il y a des jeux qui en font 20. Ça veut dire qu'il y a des jeux qui gagnent 300 € sur toute leur vie. Quand vous voyez que tout seul... Il y a aussi des films qui gagnent 300 € sur toute leur vie. Et qui ont été financés à concurrence de 3-4 millions d'euros. Ouais, c'est même... Il y en a beaucoup.
c'est vraiment un marché qui est plus qu'impitoyable parce que en 2014, il y avait 420 sorties par an sur Steam, donc un peu plus d'une par jour. Cette année-ci, il y aura eu plus de 10 000 jeux sur Steam en un an. Donc vous passez de 400 à 10 000. Vous imaginez la quantité de trucs incroyables. Même chose sur l'App Store, tu l'as dit, je pense que c'est 500 apps et jeux qui sortent par jour, c'est monstrueux. Mais c'est une industrie qui est vraiment hit-driven, comme on dit en anglais. Donc c'est vraiment les hits, les gros hits qui rapportent l'énorme majorité de l'argent qui est généré par le jeu vidéo. Et pour un jeu qui fonctionne, il y en a sans doute 99 qui se plantent. Et donc, voilà, quasiment la seule chose que vous pouvez faire pour vous aider à avoir un succès, c'est de faire un bon jeu, quoi. Et faire un bon jeu, c'est pas juste faire un bon jeu avec des bonnes mécaniques, il faut une DA originale, il faut une histoire originale, il faut une histoire personnelle originale, il faut commencer à communiquer sur son jeu, même limite avant d'avoir commencé à le coder. Il faut presque communiquer dessus quand vous en avez rêvé de votre concept. Et ça, c'est un travail de malade. Et chapeau à tous ceux qui l'ont fait, chapeau à l'équipe de Domiverse, chapeau à Pablo de l'avoir fait. Il y a des gens en Belgique ici, il y a des jeux que certains amis à moi font seuls. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils sont dessus et les jeux sortent pas, quoi. Et sortir son jeu, c'est vraiment compliqué. Parce que tu peux peut-être en témoigner, mais ton jeu, il est jamais fini, en fait. Oui, c'est sûr que si on est extrêmement perfectionniste, ça va être compliqué. Parce qu'il y a toujours des trucs à améliorer. Je pense que c'est comme ça dans le cinéma aussi. Mais allez, à un moment, il faut se dire, OK, on y va, on lâche le truc. Et quitte à le retravailler maintenant, c'est quelque chose qui peut se faire avec tous les patchs. Quitte à retravailler le jeu après sa sortie, mais à un moment, il faut... Mais je pense que ce qu'il faut essayer de ne pas faire, c'est de répliquer. Enfin, on prend le cinéma comme une success story, en fait. On se dit, voilà, il n'y avait rien il y a 15 ans. Maintenant, regardez tous les films qu'il y a. On gagne des palmes d'or. Nos acteurs tournent dans le monde entier, etc. Alors déjà, ce n'est pas nos acteurs, c'est plutôt les acteurs flamands, mais il y en a aussi en Wallonie. Mais en fait, les marchés ne sont pas comparables parce que le cinéma belge ou le cinéma européen en général, qui est financé en grosse partie par des fonds publics, la production paye les acteurs du cinéma. C'est-à-dire que, et quand je dis des acteurs, c'est pas juste les acteurs qui jouent à l'écran, c'est les producteurs, c'est les techniciens. On se paye sur la production, ce qui fait qu'on s'en fout après que le film il fasse de l'argent ou pas. Et ça devient un problème. Vous savez que l'année dernière, 2200 films ont été produits en Europe pour la moitié des écrans. Donc il n'y a pas 2000 écrans. En Europe. Et il y a eu 2200 films. Donc tous ces films-là n'ont pas trouvé de distributeurs, n'ont pas trouvé de salles, n'ont pas trouvé d'audience. Mais par contre, on parle de films, la moyenne en France, c'est 3 millions d'euros en production pour un film. Donc vous imaginez quand vous mettez 3 millions d'argent public pour la majorité dans un film et que finalement, il ne sort même pas en salle en fait. Donc c'est vraiment problématique. Il ne faut pas répliquer ça dans le jeu. Et pour le moment, on n'y est pas parce qu'il n'y a pas encore d'argent public dans le jeu vidéo. Mais quand l'argent public va arriver, il va falloir vraiment contrer cet effet-là. Tu donnes l'exemple de la France, mais la France a le CNC qui commence à subsidier le jeu de la même manière qu'ils subsidient. Ils ne commencent pas, ils le font depuis 3 ans maintenant. Voilà, mais c'est différent. Je veux dire, tu vas pas chercher 3 millions au CNC. Ah non. Voilà. Moi, je te parle de crédit d'impôt, de tax shelter, de fonds régionaux de type Wallimage ou Pictanova en France, par exemple. Donc, c'est tout ça cumulé qui fait qu'à un moment donné, la prise de risque diminue tellement que tu n'as même plus... Enfin, je ne vais pas citer non, mais moi, je connais des producteurs de cinéma qui ne lisent même pas les scénarios. Tant que le scénario il est écrit, c'est tout ce qui les intéresse. Après, on passe en production parce qu'il faut faire 3-4 films sur l'année. Okay. Donc, on en est là après 15 ans. Donc, je pense que... Et Steam, c'est ça aussi. Steam, c'est une méthode complètement différente, mais le fait qu'il y a tellement de jeux sur Steam, y compris des jeux poubelles, c'est le fait qu'il n'y a plus de contrôle de qualité, il y a plus... voilà, il faut sortir le jeu, il faut qu'il sorte sur Steam, et il faut... Voilà. Mais on voit aussi que justement la curation est en train de revenir. Il y a un gros store qui vient de faire son annonce récemment et ils mettent en avant aussi le fait de faire de la curation en plus de leur politique agressive sur leur marge. Tout ce que Steam fait pas. Oui, mais quand ils mettent en avant de faire de la curation, en fait, ce qu'ils vous disent, c'est que vous pouvez payer cette curation aussi. C'est comme Facebook. Ils vous disent en gros que oui, il y aura de la curation, mais si vous payez, vous serez dans la curation. Ça fait partie de leur modèle économique. Heureusement, aussi. pour le moment, c'est pas le cas. Donc, c'est le Epic Store qui vient de se lancer.
Et effectivement, il y a pas mal de développeurs qui sont en train de switcher dessus. Il faut savoir que Epic, ils font ça parce qu'ils ont gagné des milliards avec Fortnite, donc ils peuvent se le permettre. Mais c'est très bien parce que ça amène de la concurrence et c'est très 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 bien pour tout le monde. C'est sans doute ce qui manquait aussi. Moi, je voulais juste ajouter que le marché du jeu vidéo en France, il se porte très très bien. Il y a des super développeurs, il y a des super publishers et ainsi de suite. Et il y a quand même une différence, c'est que tu ne peux jamais financer un jeu avec 100% d'argent public, alors que c'est presque possible dans le cinéma. Donc en fait, ces boîtes-là, en gros, même les grosses boîtes, faut pas croire, si elles retouchent pas du pognon sur un seul jeu, ça leur fait très 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 mal. En Belgique, en gros, si tu fais, je l'avais pas mis ici, mais en Flandre, il y avait le studio Green qui a tout misé sur une seule IP, donc une seule propriété intellectuelle, qui s'appelait Wolfie, qui était très chouette le jeu. Ils se sont plantés, le studio c'est goodbye quoi. Dans le cinéma, tu peux faire des films à l'appel et pas spécialement te planter. En tout cas pas en tant que boîte de prod. Mais c'est différent aussi parce que, comment dire, dans cette professionnalisation du jeu vidéo en Europe et ailleurs, tu as vraiment cette espèce de symbiose entre le publisher, en fait, il prend toujours un risque. Et que ce soit toi qui publies ou que tu publies avec un éditeur externe, cette recoupe sur investissement, c'est de l'argent privé, quoi. Et cet argent-là, s'il ne le retrouve pas, c'est un gros problème. Donc ça fait quand même une différence, tout à fait. Et c'est plus sain, à mon avis. Moi, j'ai une question pour Pablo. Donc, comment dire, on l'a vu, vous êtes tout seul sur votre jeu, etc. Aujourd'hui, le jeu est sorti, à ce que j'ai pu comprendre. Est-ce que, en tant qu'entrepreneur, à l'heure actuelle, vous pouvez en vivre et peut-être développer d'autres choses? Alors, en ce moment, pour être tout à fait transparent, j'ai pris un mi-temps à mon travail. Donc, Healer's Quest, je l'ai fait entièrement après journée. Avec les revenus que j'ai eus grâce à Healer's Quest, j'ai pris un mi-temps à mon travail. Il faut savoir que j'ai 2 enfants derrière, donc je suis quelqu'un d'assez posé au niveau financier. Je ne suis pas en position de prendre des risques. Pour moi, le plus important, c'est que mes enfants aient de quoi manger. Donc, je suis prudent à ce niveau-là. Je pourrais peut-être passer à temps plein, mais ça impliquerait vraiment que mon prochain jeu sorte déjà relativement rapidement et aussi du succès. Donc, mais oui, j'ai de quoi effectivement suffisamment pour prendre un mi-temps et travailler sur des autres projets. Maintenant, j'ai pas fini de travailler sur Healer's Quest. J'ai encore la version mobile, les traductions et tout ça, donc j'ai encore des possibilités d'augmenter les revenus de Healer's Quest. Oui, c'était justement ma deuxième question. C'est que, étant donné que vous êtes seul, certes, oui, un deuxième jeu pourrait sortir, mais on vous attend un petit peu au tournant, entre guillemets, en se disant, est-ce qu'on est encore capable d'attendre 4 ans pour avoir un deuxième jeu? Alors j'espère que ça ne prendra pas 4 ans parce que je vais avoir plus de temps pour faire celui-ci et surtout parce que je sais programmer maintenant, ça aide aussi beaucoup. Mais justement, est-ce que vous ne prendriez pas une équipe derrière vous ou c'est vraiment cette marque de fabrique que vous voulez garder, de le faire tout seul? Est-ce que ce ne serait pas peut-être plus intéressant d'avoir une équipe derrière soi maintenant et en être simplement l'élément principal? C'est une question intéressante. C'est une question que je me pose encore maintenant. Mais déjà, dans un premier temps, j'aime bien travailler tout seul. J'aime bien pouvoir tout gérer. Deuxièmement, ça demande des compétences différentes d'avoir une équipe à gérer. Il faut aussi savoir être chef d'équipe, avoir des compétences en gestion. Il en a déjà pas mal des compétences, il ne faut pas tout faire non plus. Et en tout cas, je ne dis pas que je les ai forcément pas, mais je les ai peut-être pas. Je n'ai jamais été dans une position d'être le chef de quelqu'un à mon travail ou quoi que ce soit. Donc je ne suis pas sûr de les avoir. Et comme ça me plaît, comme ça fonctionne, je préfère continuer comme ça, d'autant plus que ça implique moins de risques financiers et que comme j'ai toutes les compétences, finalement au niveau de l'efficacité du temps que j'investis dedans, c'est plutôt efficace. Je ne dois pas faire des réunions avec d'autres personnes, je ne dois pas leur demander leur avis. Et si jamais on entre en conflit, s'ils ne sont pas d'accord avec mes idées, je suis quelqu'un d'assez gentil, honnêtement. Et donc, je n'aimerais pas imposer mes idées. Et mes enfants, je les utilise pour le bêta-test. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Okay. Des autres questions? J'aimerais bien... Je vais faire une mini conclusion de 30 secondes. Donc,
juste pour dire, je pense que j'avais dit ça dans la presse l'autre jour, mais je pense qu'en Wallonie, en jeu vidéo, on a vraiment beaucoup de potentiel parce que comme on n'a rien, ben en fait, on doit être super malin. Et de ce manque de financement et du fait que les gens doivent vraiment aller puiser au fond d'eux-mêmes pour trouver des mécaniques et des jeux intéressants, je pense qu'à partir du moment où on pourra mettre dans la lumière certains projets Wallon Gaming qui sont généralement très très intéressants au niveau des mécaniques, mais en fait, pour moi, quand je vois les jeux qui sortent de Belgique, pourquoi je parle? Ah oui, j'ai 2 micros. Moi. Je sais pas. Quand je vois les jeux qui sortent de chez nous, généralement, ils ont toujours un cran de décalage en plus. Quand je vois leur jeu, quand je vois votre jeu, quand je vois certains trucs qu'on fait. Et donc, au final, c'est assez intéressant d'arriver avec un peu un amateurisme et une espèce de... un peu mentalité fleur bleue en se disant ouais, on fait ce qu'on veut, on s'en fout. Mais souvent, c'est ça qui marche le mieux, c'est ça qui est incroyable. Et je pense vraiment que... on est vraiment capable de faire des jeux qui sortent de l'ordinaire et qui peuvent vraiment amener une valeur ajoutée en professionnalisant un tout petit peu plus le secteur. Voilà. C'est bon, on peut... Tout le monde a soif? Merci. Ah, attends. Attends, tu veux le micro? Donc voilà, les personnes inscrites ont droit à un ticket boisson offert par Hop et Lean Square qui organisent le tournoi Mario Kart. Et en plus, le Grey vous invite au Walking Dinner. Il reste encore des boissons soft ou alcoolisées avec quelques sandwichs. Et les tickets, vous les aurez à la sortie de chaque côté. Et alors, le Walking Dinner est tout à droite. Quand vous sortez, c'est tout à droite. Merci. Bravo.